Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien, le dernier de la semaine avant le début du week-end. Et je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. C'est maintenant. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose les brèves sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Yamal rachète le manoir de Shakira et Piqué à 9 milliards de francs CFA. Ça fait le buzz. Joueur africain de l'année, quel est votre favori? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine et son équipe et excellent week-end sur la 3. Alors pour cette émission, je serai donc accompagnée de Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien, hein. C'est le week-end. Voilà. Bon, pas encore, dans quelques heures. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, chez vous? Ça va. Très bien, merci beaucoup. Gamblé Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Végré. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Je vais très bien, merci. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, ça va bien. D'accord, voilà. Allez, donc on aura Clément, on aura Balo, on aura Gamblé Konaté, on aura José Diati pour l'émission de ce soir, LGT News. La question LGT, d'abord, amoureux du sport, joueur africain de l'année, quel est votre favori? Joueur africain de l'année, quel est votre favori? Et pour nous joindre, soit la page Facebook de la 3, soit le téléphone de la 3. Le numéro est le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Allez, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 ce vendredi soir. La question LGT. Joueur africain de l'année, quel est votre favori? Joueur africain de l'année, quel est votre favori? Et pour le débrief des news, on va commencer avec Balo. On parle Formule 1. Oui, on parle aussi retraite de course automobile, hein, parce qu'il faut savoir que Jenson Button, l'ex-champion de Formule 1 en 2009, a décidé donc de prendre sa retraite automobile, parce qu'il a déjà pris sa retraite en Formule 1 le 24 novembre 2016. Et quelques années plus tard, donc en 2025, il prend sa retraite de course automobile tout court. Ayant déjà participé aux 24 heures du Mans, il avait déjà annoncé les prémices d'une retraite. Il avait déjà dit qu'il avait l'intention d'arrêter après les 8 heures de Bahreïn. Et c'est chose faite, fort de ses 306 pole positions en Formule 1, 50 podiums, 15 victoires en Formule 1. Aujourd'hui, il décide de tourner la page de la course automobile. Il faut savoir que récemment, il était présent sur certains circuits de Formule 1 pour interroger les pilotes. Il faut savoir qu'avant les podiums à la fin des courses de Formule 1, il y a la possibilité d'avoir un ancien champion de Formule 1 qui interroge les trois pilotes ayant obtenu le podium. Il s'était signalé donc cette année avec ses interviews. Il décide de prendre sa retraite pour des raisons de famille. Il estime que son enfant, sinon ses deux enfants ayant 4 et 6 ans, ont bel et bien besoin de sa présence. Une semaine sans ses enfants, c'était quelque chose de manqué affectivement selon lui. Donc il décide d'arrêter pour se consacrer à sa famille. C'est une très très bonne chose. Il va manquer donc à la course automobile. Très bien. Et puis aussi, on va parler de la prolongation de Neymar, Gamblé Konaté. Oui, absolument. En 193 jours du mondial, on fait souvent le décompte pour la CAN. Donc on a 193 jours de la Coupe du Monde. Oui. Donc le génie brésilien a décidé, on va dire, d'afficher ses intentions de disputer cette compétition-là. Peut-être que c'est la dernière danse de Neymar, simplement parce qu'il a 33 ans. Mais il ne se porte pas bien physiquement. Et Carlo Ancelotti, qui est le sélectionneur du Brésil, l'a dit lui-même. Neymar a encore la possibilité de rejoindre la Seleção, l'équipe nationale du Brésil. Cependant, il faudrait qu'il soit en pleine possession de ses capacités physiques. Et Neymar, lui, est en train de bosser pour cela. Nous sommes à 193 jours de la Coupe du Monde. Ça sera tout à fait mérité pour ce garçon-là qui est très aimé au Brésil, même s'il a eu quand même une carrière en dents de scie. Il faut rappeler que Neymar, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, de l'équipe du Brésil, bien sûr, avec 79 réalisations, devant le roi Pelé qui a 77. Donc le compte à rebours a commencé pour le génie brésilien. Espérons qu'il puisse récupérer toutes ses capacités physiques, parce qu'il est très talentueux, Neymar, et ce sera probablement sa dernière danse avec la Seleção. Et d'autres informations pour vous, amoureux du sport. Fenêtre FIFA et Mesfaye face à la presse le 5 novembre. La Côte d'Ivoire s'apprête à disputer 2 matchs internationaux amicaux lors de la prochaine trêve internationale.
À cet effet, le sélectionneur des éléphants, Emes Faye, animera une conférence de presse le 5 novembre. Nul doute que le technicien ivoirien profitera de cette lucarne pour donner sa liste. Les éléphants, faut-il le rappeler, affronteront tour à tour l'Arabie Saoudite et l'Oman, respectivement les 14 et 18 novembre. Coupe du monde U17 Qatar 2025. Les éléphantaux sont arrivés à Doha. Tout juste après leur dernier match amical contre le Paraguay, soldé par une défaite 2-4, les éléphantaux ont rallié la capitale qatari, Doha, hier jeudi. La sélection cadette ivoirienne a chaleureusement été accueillie à l'aéroport international Hamad par le comité d'organisation. À noter que les éléphantaux entrent en lice le 4 novembre prochain face à la Suisse. Et on en parle avec Clément. Ah ouais, tout à fait. Hein. Les éléphantaux qui sont arrivés à Doha après une série de matchs amicaux, même si cette série ne s'est pas bien déroulée parce que voilà, il y a eu des défaites, il y a eu quand même un bilan qui était un peu mitigé. Après, je pense qu'ils vont essayer d'aborder cette compétition-là avec beaucoup de confiance parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on appelle les matchs amicaux et la compétition elle-même. Donc je pense que voilà, on peut faire des faux pas en matchs amicaux et puis se servir de ces erreurs des matchs amicaux pour aller faire une très belle compétition. C'est ce qu'on va souhaiter aux hommes de Bassiriki parce qu'il fait du bon boulot et on va compter sur nos éléphantaux U17 et on espère qu'ils vont aller loin dans la compétition comme ils l'ont fait également au Maroc pendant la CAN où ils ont été chercher quand même cette médaille d'argent. Et quels seront les objectifs pour les hommes de Bassiriki? Pourquoi pas sortir d'abord des poules et puis faire mieux que la génération 1987 qui était composée des garçons tels que Bassolé qui ont été chercher quand même cette troisième place-là en battant l'Italie. Donc je pense que voilà, eux aussi ils peuvent s'inspirer de cette génération-là. On va souhaiter à Bassiriki d'abord d'entrer bien dans sa compétition et ça passe par aller chercher un résultat face à la Suisse lors de la première journée. Après, tu peux enchaîner avec des sélections telles que la Corée du Sud, le Mexique également. Et bon vent à nos éléphantaux. Dans ce format élargi, je pense qu'il y a plusieurs possibilités parce qu'on passe à 32. Donc il y a beaucoup de possibilités pour cette sélection de sortie des phases de poule. Et bonne chance à eux et puis pourquoi pas une médaille pour ces éléphantaux. Bonne chance aux éléphantaux qui sont arrivés donc à Doha, oui, José Diati. Effectivement, il faut souligner que les éléphantaux de Sidiki Bassiriki, c'est une équipe quand même qui avance lentement, mais sûrement. Clément parlait de matchs amicaux. Effectivement, les matchs amicaux sont faits pour effectivement tester l'effectif. 3 matchs amicaux, un match nul et 2 défaites. Un match nul face à l'Indonésie et 2 défaites face à l'Ouzbékistan et puis le Paraguay. Donc c'est toujours bon de tester son niveau face à ces formations-là pour aller dans cette compétition-là. Il faut dire que c'est une équipe qui est vraiment composée de joueurs vraiment très talentueux. Il faut souligner que Bassiriki est un entraîneur vraiment très discret, mais travailleur. Et on espère vraiment qu'au niveau de cette compétition, Clément l'a dit, en 87, il y a eu quand même une bonne prestation des éléphantaux au Canada. Non. Et on espère vraiment que cette année, l'équipe vraiment ira loin. Avec la nouvelle formule de 48 équipes, il y a de fortes chances que vraiment on arrive quand même au second tour et on continue la compétition. On espère donc. Et puis FIF, le DTN annonce une campagne de détection et d'identification des talents. Le directeur technique national, Nounès Attab, s'est entretenu ce vendredi avec la presse sur un projet qui tient à cœur à la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit de la détection et de l'identification des jeunes talents à travers tout le pays. L'objectif est de qualifier le pays à chaque compétition de jeunes de la CAF et de la FIFA. Il a annoncé que les moyens ont été dégagés pour lui, permettre d'identifier justement les filles et garçons à fort potentiel. Lounès Attab a réagi au micro de notre reporter Kema Patrick. Nous avons choisi pour commencer de travailler sur les U12 et sur les U14, les U12 garçons et filles, et sur les U14 garçons et filles. Alors pourquoi nous avons choisi ces 2 catégories? Les U12, parce que les U12 que nous allons observer cette année
détectés cette année et sélectionnés cette année, l'année prochaine seront en U13. Et c'est l'âge, donc U13, c'est-à-dire donc les enfants de moins de 13 ans, garçons et filles, c'est la catégorie d'âge pour une entrée dans l'Académie fédérale. Pourquoi nous avons choisi les U14? Pareil, U14 garçons et filles, jeunes joueurs et jeunes joueuses de moins de 14 ans cette année. L'année prochaine, en septembre, ils seront en U15. Et c'est la catégorie d'âge pour une intégration possible dans la première sélection nationale en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la première sélection nationale en Côte d'Ivoire, c'est les U15, qui vont s'inscrire dans une compétition continentale, les U15, une compétition de la CAF, c'est la compétition scolaire. Voilà, et c'est la fin du débrief des news. On marque une petite pause, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Si nous prenons en marche, vous suivez votre émission, bien sûr, la Grande Team. Nous sommes en direct actuellement sur la 3. La Grande Team, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et nous allons passer à présent au focus de ce soir. Ligue 1 et Ligue 2, la reprise. Oui, c'est la reprise. La Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent donc ce week-end. Les deux championnats seront respectivement à leur 9e et 10e journée. Déjà, on en parle sur ce plateau. Messieurs, on commence avec la Ligue 1. Déjà, l'étonnant leader, le CO de Korogo, sera à l'épreuve de l'ISCA. Comment vous voyez déjà cette rencontre? Oui, José Diati. Bon, étonnant sur le cas, c'est vrai, la saison dernière, comparativement à cette année, on peut parler d'étonnant, mais il faut dire que c'est une formation qui s'est préparée énormément pour venir cette année pour jouer le titre. Hein. Les couleurs ont été annoncées déjà. Donc, c'est une équipe qui est dans une grande dynamique, qui a battu la SEC d'ailleurs. Et puis, bon, je pense qu'à ce niveau, l'avantage est forcément au niveau de Siroko qui est au haut du tableau, hein, comparativement à Iska qui aujourd'hui, c'est moyen, comparativement à son année dernière, qui est venue vraiment une équipe sortie de la division 2, mais qui était vraiment ambitieuse. Donc, pour moi, le Siroko, il n'y a pas de match, quoi, vraiment. Il n'y a pas de match. Le Siroko n'est vraiment pas largement favori. Largement favori. CO de Korogo face à l'ISCA. Oui, Balou. Oui, le CO Korogo est l'équipe favorite de cette confrontation, compte tenu de la dynamique actuelle qui est en faveur de l'équipe du COK, qui est en confiance, qui a quand même battu la SEC Mimosa 3-2. Il y a le capital confiance et ensuite des certitudes dans le jeu pour ce qu'il montre en ce moment offensivement. C'est une équipe qui est plutôt prolifique, hein, avec une moyenne de plus de 2 buts par match sur les 2 dernières confrontations, mais pas que, aussi défensivement. C'est une équipe qui tient quand même la route. Dernièrement, c'était 6 buts, 6 buts seulement encaissés. Donc, on voit bien que dans tous les compartiments, ils sont en pleine forme. Et en plus, ils ont un capital confiance, ce qui fait d'eux, pour moi, les favoris de cette rencontre. Et de son côté, la SEC Mimosa, oui, est-ce qu'elle sera en danger face au Stella Club? Gamblé Konaté. Oui, forcément. C'est quand même, j'imagine, le choc de cette journée-là, de ce week-end-là, parce que c'est quand même les deux anciens leaders, ex-leaders, on va dire, de cette Ligue 1-là. C'est vrai que Korogo a pris les rênes maintenant, les Saints hors du Poro. Mais c'est un véritable choc. Entre deux équipes qui sont en difficulté, Marie-Christine Begré, pourquoi? Parce que la SEC a eu 2 défaites de rang, son adversaire aussi n'a pas gagné lors des 2 dernières sorties. Donc je pense que c'est un match de rachat pour les 2 équipes. Mondi Guémé malheureux vaincu. Les 2 équipes sont sous pression. Les 2 équipes capitalisent également 15 points. Le classement se joue au niveau de la différence de buts. Donc c'est un véritable choc entre le Stella et la SEC Mimosa. Wadian Guémé malheureux vaincu parce que j'imagine la SEC ne peut pas se permettre de perdre un 3e match d'affilée. Pareil pour le Stella qui nous a fait rêver en début de saison. Attention, Mania Dadjamé, donc ils ne devront pas perdre également ce face-à-face. Moi, je vois plutôt un match nul. Pourquoi prendre ces 2 équipes? Ah, vous voyez un match nul, d'accord. À SEC Mimosa, c'était la club. Clément. Ouais, tout à fait. Je pense que ça sera quand même le choc de cette 9e journée. En plus d'être un choc, je pense que
ça sera un match pour permettre à ces deux formations de renouer avec ce qu'on appelle la confiance. Et Gamble l'a dit, hein, et deux formations qui sont sur 2 défaites consécutives. On a vu la SEC qui a été renversée par Mouna sur le score de 2-0. Le Stella également qui a perdu après 5 victoires consécutives. Donc je pense que ça sera quand même un match pour essayer de renouer avec la confiance. 2 équipes qui ne se portent pas bien actuellement, mais qui ne sont pas distancées également en termes de classement. On a quoi, 15 points pour la SEC Mimosa et puis tu as 15 points qui est pour le leader qui est le COK, tu as 15 points également pour le Stella qui est en 4e position. Donc je pense qu'on aura quand même une très belle opposition entre la SEC Mimosa et cette formation du Stella qui essaie d'aller chercher quelque chose cette saison-là. La SEC également qui essaie de renouer avec un titre dans son championnat parce que c'est devenu quand même le maître qui n'est plus moi dans sa propre maison, qui est titillé par beaucoup de formations dans cette Ligue 1 ivoirienne depuis 2 saisons maintenant. Donc je pense qu'ils veulent renouer également avec le sacre. Voilà, ça va passer par aller chercher une victoire face à cette formation du Stella qui n'est pas ridicule également parce qu'il y a un entraîneur qui l'a fait bien jouer. On parle bien sûr de Jalal. Et il y a un projet qui est intéressant également du côté des hommes d'Adjamé. Et à San Pedro aura lieu le choc entre le FC San Pedro et la FAD. José. Oui, on va dire que c'est le choc des Africains. Sauf qu'il y a un qui est passé par la petite porte, qui est la FAD. Et le FC San Pedro qui est toujours dans la course, qui a pu se qualifier pour la phase de poule. À vrai dire, cette équipe de la FAD, je ne la reconnais pas cette saison, franchement. Je ne la reconnais pas cette saison parce qu'elle joue actuellement le milieu du tableau. On attend de voir ce qui se passe réellement. C'est vrai que chaque saison a ses réalités. Mais pour ce match, San Pedro étant sur une dynamique, San Pedro s'étant qualifié, c'est vrai que San Pedro fait partie du trio de tête au niveau du championnat national. Ouais. Mais il faut dire que aussi c'est des résultats en demi-teinte aussi, en dents de scie. Un coup oui, un coup non. Mais sur la dynamique de la qualification de la Coupe de la Confédération, je pense que San Pedro, moralement, pas favori par rapport à la FAD. Par rapport à la FAD. Balo, oui, votre avis sur cette rencontre? Oui, effectivement, le FC San Pedro reste sur une qualification, ce qui ramène encore à une bonne dynamique en termes de confiance. Mais attention, peut-être qu'il peut y avoir aussi une certaine fraîcheur physique qui peut faire défaut, même si la FAD également a joué en Coupe africaine, ça peut permettre donc un ralentissement, hein, je le dis, c'est une hypothèse du jeu du FC San Pedro, mais clairement c'est une équipe qui est favorite sur les derniers résultats de la Coupe africaine. 3-0, le SM Alger s'est imposé face à la FAD, alors que le FC San Pedro a disposé du Coton FC. Donc oui, sur les 2 dernières confrontations et sur la forme actuelle même du championnat, moi j'estime que le FC San Pedro est l'équipe favorite, mais attention, souvent les lendemains de Coupe africaine sont assez difficiles. Exactement. Et puis le champion en titre, le Stade d'Abidjan, oui, est-ce qu'il aura les armes pour se relancer véritablement devant Bouaké FC? Gamble Konaté. Oui, il le faut. Hein. Il faut que les stadistes aient les armes, les yéyés. C'est important parce qu'ils ont quand même connu un début de saison difficile. Ce choc-là, c'est quand même une confrontation entre le Bouaké FC qui est 11e et le Stade d'Abidjan 12e. Donc, c'est 2 équipes qui se suivent au classement, qui partagent également le même nombre de points, 7 points. Mais en 6 journées, c'est-à-dire que les 2 équipes comptent également 2 matchs en retard. Ouais. Donc c'est un choc entre 2 équipes qui sont certainement à la recherche de victoires véritables, de références pour se lancer. Et le cas du Stade Abidjan, on va dire, est beaucoup plus rassurant parce que les stadistes sortent d'une belle victoire 3-0 face à Sol FC. Ouais. Et on sait que Bouaké est sur 4 matchs nuls d'affilée. Donc les stadistes doivent tout simplement confirmer ce regain-là de confiance acquis, on va dire une confiance acquise donc, face à Sol FC. Donc il faut aussi rappeler que la dernière confrontation des stadistes était imposée au Stade de la Paix de Bouaké. Donc je les vois favoris dans cette rencontre. Mais attention, ça c'est sur papier, il faudrait aller chercher cette victoire-là pour les stadistes. Exactement. Et déjà, voyons le programme de la 9e journée, le classement de la Ligue 1. Le programme de la 9e journée, le classement de la Ligue 1. Oui, donc Sol FC a battu Mouna un but à 0 et le samedi 1er novembre 2025, on aura FC San Pedro à FAD, US Chologo Racing Club, Iskase Okorogo, Stade d'Abidjan Bouaké FC, le dimanche 2 novembre 2025. Zoma FC Soar, Stella Club ASEC Mimosa, le lundi 3 novembre 2025. ES Aboville FC Oza. Et le classement, le CO Okorogo est en tête, 15 points plus 9, suivi de l'ASEC Mimosa, 15 points
avec une différence inférieure, différence de but inférieure plus 6. Et les deux relégables sont Sol FC, 7 points moins 9 et l'ES Aboville, 4 points moins 12. Voilà, et puis on s'intéresse maintenant à la Ligue 2. Déjà, dans le groupe A, on a l'OFC Adiaké. Est-ce qu'elle aura les ressources pour garder son fauteuil, Clément, devant le leader? Ah ouais, tout à fait. Hein, face au WAC, oui. Face au WAC, je pense que c'est quand même l'une des surprises de la saison. En même temps, je ne suis pas surpris parce que je connais l'entraîneur de cette formation de l'OFC Adiaké, qui est le coach Corée, qui fait un bon boulot, qui joue ce qu'on appelle le football plaisant. Et cette année, ils sont partis quand même sur un bon projet. Le président, il a mis un peu de moyens. On fait quoi? On fait avec les jeunes. Ils ont fait monter beaucoup de jeunes. Donc, il y a beaucoup de fraîcheur dans cette formation de l'OFC Adiaké, avec le meilleur buteur, le milieu défensif qui est Sonzai, qui fait quand même une formidable saison. Donc, je pense qu'il essaie quand même d'aller chercher quelque chose. Après, la Ligue 2, ça reste un championnat qui est difficile. Ça reste un marathon. Est-ce qu'ils vont y arriver? On va attendre de voir ce que ça va donner, ce que est en train de nous servir cette formation d'Adiaké, qui joue très bien au football, qui a la fraîcheur dans son effectif à cause des jeunes qu'ils ont fait monter. Ils ont même le gardien qui est Chris, qui a joué la 4U17 avec les Elefantos. Donc je pense que c'est un projet qui a été basé sur les jeunes qui viennent des centres de formation, conduits par un coach qui maîtrise bien l'environnement de la Ligue 2. Après, la Ligue 2 est tellement imprévisible qu'il n'y a pas de favori absolu, il n'y a pas de victoire qui serait garantie avant de jouer. Donc je pense qu'ils doivent se méfier également et puis aller chercher ce résultat-là pour garder la tête de cette poule A. Et puis en difficulté dans ce championnat, justement, José Diati, on a la Jacques d'Angry qui joue gros devant les films. Oui, la Jacques d'Angry joue gros devant les films. Oui. C'est-à-dire, si on se réfère à l'équipe de la Jacques qui est montée de la D3, la Ligue 2, il n'aurait pas match, franchement, face à l'EFIM. C'est une équipe, je l'ai suivie grâce aussi à Clément Yeton, qui les a beaucoup chouchoutés. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, cette équipe-là ne fonctionne pas bien. 5 défaites, déjà, 5 défaites. Tout à fait. Voilà, alors qu'il y avait vraiment, il y avait une bonne réputation qui précédait cette équipe de la Jacques d'Angry avec... comme on dit, c'est les nouveaux académiciens, avec les petites filles. Il semble que, selon les informations, peut-être selon Clément même, le poteau rose a été découvert, parce que pour les battre, il faut amener les ballons en l'air, les cornets. Et il se trouve que, ça marche pour l'instant pour les équipes. Donc, c'est deux équipes, Jacques et EFIM, qui se trouvent au milieu du tableau, Jacques 12e et EFIM 14e. Bon, on espère que les ballons ne vont pas arriver en l'air pour qu'ils aillent au profondeur des classements. Ouais, après, physiquement, ils sont en difficulté parce que c'est ça aussi le propre de la Ligue 2. Après, ils vont essayer de régler les choses, ils vont s'adapter. Et puis, il y a du renfort qui pourrait arriver de l'autre académie qui se trouve au Mali. Donc, ça va permettre aux jeunes gens quand même de remonter la pente. Et dans le groupe B, justement, on a l'Africa Sport qui effectue un déplacement périeux à Aboisseau, Balo. Oui, c'est un déplacement périlleux, parce qu'il faut savoir que c'est une équipe de l'Africa dont le jeu qui montre de bonnes choses sur les dernières confrontations, sauf que c'est une équipe qui manque encore d'efficacité. Donc il va falloir travailler ce secteur de l'efficacité au plus vite, parce que ça me rappelle quand même de vieux souvenirs par rapport à cette équipe de l'Africa qui, sur certains échecs à la montée, a eu à mettre, si vous voulez, en lumière un certain nombre de défauts, notamment l'efficacité. Et là, on a l'impression que ce sont de vieux démons qui ressurgissent. Donc, il va falloir vite trouver un attaquant. On avait eu Doumbia Titi qui, à un moment donné, faisait office d'héritier d'Abroua, lui. Mais maintenant, je pense que là, au niveau de l'offensive, il manque encore un tueur devant. Il va falloir corriger cela. D'où le fait qu'effectivement, à Boisflé, le déplacement est périlleux. Tout à l'heure, on parlait du Jacques d'Angry. Il faut savoir que cette équipe de Boisflé a su... Aboisseau. Donc, l'équipe d'Aboisseau peut effectivement profiter de ce défaut d'efficacité de l'Africa Sport d'Abidjan pour s'imposer. Très bien. Pourquoi vous pensez à Boisflé? Bon, vous voulez effectuer un voyage à Boisflé? Non, pas du tout. D'accord, pas du tout. Oui, comme les connaissez. C'est clair que le déplacement de l'Africa Sport au stade Mando Koulibaly d'Ayénois, c'est un stade que je connais bien. Et très souvent, quand vous allez... C'est plus Ayénois, ça. Ah, c'est plus Ayénois. Ok, bon, donc l'Africa a un sursis. Parce que quand vous jouez à Ayénois en face à Renaissance Football Club d'Aboisseau de Bakary Koulibaly, attention. Donc, et surtout qu'à Boisseau, il y a une bonne dynamique en ce moment. Ils ont quand même battu le Sporting Club de Gagnoa, qui est une équipe qui a des grands joueurs, des joueurs très expérimentés. Et à Boisseau, c'est une belle équipe qui, ces dernières années, a toujours
connu un parcours intéressant, mais qui ont du mal à finir, un peu comme l'Afrique aussi, hein, le sprint final. Ils ont du mal donc à finir en beauté. Donc ça, c'est une très très belle partie. Face à une équipe de l'Afrique qui a quand même gagné son dernier match, non? Où l'actualité est beaucoup plus aux élections, c'est quand même pas un environnement favorable en soi. Mais les joueurs doivent jouer leur partition. Donc aller chercher cette victoire-là à Boisseau, ça ne sera pas facile, mais ce serait un très très beau match pour nos parents du 108. L'Africa Sport. Moi, je vais dire attention. Oui. C'est vrai que la Boisseau, sur le papier, il n'y a rien à dire, mais vu la position actuelle de l'Africa n'a pas intérêt à perdre ce match. Et les grandes équipes savent se transcender face à des situations qui sont difficiles. Donc, attention, l'Africa peut battre à Boisseau et à Boisseau peut trébucher. Et Clément? Ouais, je pense que ça sera quand même un beau match parce qu'on parle d'une autre surprise de cette Ligue 2 qui est cette formation d'Aboisseau qui occupe la première place de cette poule B-là. Après, comme Balo l'a dit, il a bien résumé les choses. L'Africa joue très bien au football et voilà, pour ceux qui ont suivi les matchs de l'Africa, ce n'est pas un effectif qui est inférieur à ses effectifs dans cette Ligue 2-là, surtout dans cette poule B également, mais il manque ce qu'on appelle l'efficacité devant. Ils arrivent à produire le jeu, il faut un attaquant et pour preuve, ils ont gagné lors de la dernière journée face à Benjerville, donc ça ramenait un peu de confiance quand même dans le groupe, donc ils vont essayer, ils sont en mode remontada parce qu'ils ont beaucoup de retard sur ceux qui sont devant, donc ils vont essayer d'aller chercher quand même un résultat. On sait que dans cette Ligue 2-là, si vous faites 2 victoires d'affilée, voilà, vous remontez automatiquement au classement. Donc, c'est à eux de se servir de ce match face à Benjerville pour aller chercher encore une autre victoire. Mais ils sont en déplacement, donc ça reste un match difficile face à un adversaire qui est en confiance actuellement et qui voudra garder également sa première place dans cette poule B. Également en difficulté, on a le Sporting Club de Gagnoa face à l'Espérance de Dissia. Balo. Oui, malheureusement, cette équipe du Sporting Club de Gagnoa est en train petit à petit de ralentir, hein, alors qu'on s'attendait à une équipe qui allait monter en puissance avec l'arrivée de nouveaux propriétaires. Mais force est de constater que l'équipe du Sporting Club de Gagnoa se frotte à la dure réalité de la Ligue 2. Pour moi, il va falloir beaucoup travailler. Et sur cette confrontation, moi, j'estime qu'il y a la possibilité pour eux de redorer leur blason, surtout dans le jeu, en milieu de terrain, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'allant dans les duels. C'est ce qui leur manque pour moi faire la différence. Donc, on espère qu'ils vont rectifier le tir. Gabriel Konaté. Oui, alors sur papier, cette équipe de Gagnoa a fait rêver. Donc, en début des championnats, on s'est tous dit, mais écoutez, Gagnoa, certainement, ils vont battre tout le monde. Après, c'est difficile. Il faut pouvoir trouver une certaine cohésion. Quand je regarde cet effectif de Gagnoa, avec Mansour Kouakou, avec Arkaïsis Baudelaire, tous ces anciens joueurs du Stade Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, 56 ans après, on s'est dit Gagnoa tout de suite va dominer tout le monde. Après, ils sont en difficulté aujourd'hui, mais ce n'est que le début. Face à une équipe d'Espérance d'Issia qui est très joueuse. Donc voilà, ça serait un match très très disputé. Surtout que Gagnoa n'est pas en confiance en ce moment. Ils ont été battus par RFC Aboisson, on l'a dit tout à l'heure. Ça serait un beau match. Avantage toujours à Gagnoa. J'estime qu'ils ont toujours du mal à se retrouver, à créer cette cohésion-là. Mais c'est une équipe qui est quand même redoutable face à Espérance d'Issia. En tout cas, ce serait un duel entre deux équipes qui viennent pratiquement de la même région. Et voyons le programme complet. Et voyons donc le programme complet et les classements des groupes A et B de la Ligue 2. Oui, donc samedi 1er novembre 2025, OFC Adiaké face au WAC, US Fermier, AS Standard, Lissa Sandra, Agir de Guibérois, AS Divo, CO Boisflé, 2 plateaux FC CO Sport, EFIM Jacques Dongré et dimanche 2 novembre 2025, l'Amphira Sport face à Donkoff FC. Et ensuite le classement, l'OFC Adiaké en tête 19 points et les 2 derniers relégables sont l'US Fermier 4 petits points moins 5 et l'EFIM 14e, 4 points, moins 7. Pour la poule B, on aura dimanche 2 novembre 2025, Oasis FC, Atlantis FC, ES Bafing, AS Denguéré, Espérance d'Issia Sporting Club de Gagnoa, RFC Aboisseau, Africa Sport, Nour FC Asie, Leader Sporting Club, Yamoussoukro FC. Voilà, donc la Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent donc ce week-end. Les 2 championnats seront respectivement donc à la 9e et 10e journée. À présent, passons à ce qui crée le buzz sur la planète sportive et c'est dans sa buzz. On y va.
Alors, c'est Yamal. Yamal rachète le manoir de Shakira et Piqué à 9 milliards. Lamine Yamal crée le buzz en ce moment. À 17 ans, il est prioritaire, il est propriétaire plutôt d'un vaste domaine. Cette vidéo plante le décor, on regarde. Et après, nous, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Lamine Yamal n'a que 18 ans, mais déjà, il a du goût pour le luxe. L'international espagnol ne s'est d'ailleurs pas privé de faire une folie. À en croire la presse ibérique, le jeune talentueux footballeur a claqué plusieurs millions d'euros pour s'offrir un manoir, et pas n'importe lequel. Lamine Yamal a en effet acheté la luxueuse propriété de Gérard Piqué et Shakira, située à Ciutat Diagonal, un quartier huppé de la ville de Barcelone. Coût de l'opération, 14 millions d'euros, soit 9 milliards 170 millions de francs CFA. Selon le quotidien Sport, le joueur de 18 ans compte s'y installer avec sa compagne, la chanteuse argentine Nicki Nicole. Le domaine comprend 2 maisons, dont l'une de 869 mètres carrés et l'autre de 371 mètres carrés, qui avait abrité la famille de l'ex-défenseur du Barça. D'une superficie totale de 4000 mètres carrés, le manoir se distingue par son architecture moderne, de larges baies vitrées, une piscine intérieure et extérieure, une salle de sport, une bibliothèque et même un studio d'enregistrement qui pourrait profiter à sa compagne. Yamal prévoit d'effectuer dans son nouveau domaine des travaux pour adapter la demeure à son goût, avec l'installation d'une salle de kinésithérapie, la création de terrains de football et de tennis privés et d'un système de sécurité renforcé. Voilà, Yamal a 18 ans, qui s'offre donc un manoir à 9 milliards. Messieurs, commentaires, Clément? Ah oui, ça donne envie d'avoir des gamins qui jouent au football. Après, je pense que voilà, c'est quand même des sommes qui donnent quand même le vertige pour un gamin de 18 ans. C'est son argent, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire également qu'il y a beaucoup d'argent dans le football. Après, je pense qu'il faudra essayer de le recadrer un peu. Il ne faudrait pas qu'il parte également dans ce qu'on appelle tous les sens. Voilà, il faudrait qu'il ait la tête sur les épaules également pour pouvoir bien gérer sa carrière. Mais cet achat aussi, ça peut répondre à plusieurs besoins et à plusieurs objectifs également. Et quels sont ces objectifs-là? On l'a vu dans l'élément, hein, ça permet à Yamal quand même d'abord se rapprocher de son centre d'entraînement, de se rapprocher de quelques coéquipiers qui sont Alejandro Baldé et puis Aroro. Donc je pense que voilà, ça va créer cette proximité-là avec certains coéquipiers. Et en termes sportifs également, peut-être que voilà, c'est un domaine qui est bien équipé. Ça peut renforcer ses qualités en termes d'entraînement, en termes de performance également. Et qu'est-ce que ça traduit également en termes de valeur symbolique? Ça veut dire qu'il a réussi dans le football et qu'il connaît le succès dans ce qu'il est en train de faire en tant que footballeur. Oui. Donc, mais à lui également de garder la tête sur les épaules. Il ne faudrait pas qu'il parte dans tous les sens parce qu'il n'a encore rien prouvé. Il vient de démarrer et on espère qu'il va réaliser une grosse carrière. Et oui, il n'a que 18 ans. Hein, donc déjà, est-ce que ce n'est pas une folie de grandeur pour un footballeur de cet âge-là, Gamblé Konaté? Non, moi je ne pense pas. Ça montre plutôt ses ambitions. Parce que c'est quand même une propriété luxueuse hein, de 700 mètres carrés pratiquement, mais qui a des aires de jeu, des piscines intérieures, extérieures, ça fait rêver forcément. Et Clément l'a dit, hein, en réalité, il a acquis donc, ce manoir-là pour pouvoir se préparer convenablement. Parce que bon, mais il va bénéficier des circonstances, sinon d'un environnement adéquat pour pouvoir donc travailler au niveau individuel en dehors des séances d'entraînement. Donc, organisé par le FC Barcelone, lui, il pourra profiter donc, de cette installation-là pour se performer, pourquoi pas. Donc, il faut plutôt voir ça dans ce sens. Après, il a signé un nouveau contrat en juillet dernier, il peut se permettre de racheter un tel manoir. C'est pas cher pour lui, 9 milliards, c'est rien pour Yamal, avec ce qu'il gagne aujourd'hui. Et puis, il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le premier. D'autres joueurs ont fait des folies, hein, comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et tout. Donc, bon, peut-être que ça gêne un peu, il n'a que 18 ans. Mais vraiment, ne regardez pas son âge avec ce qu'il gagne, parce qu'il gagne de l'argent. D'un véritable adulte. Donc, on est regardé de façon. Très bien. Oui, José, on vous écoute. Non, attention, c'est pas une folie de grandeur. Hein. Attention, c'est un bon investissement. Ouais. Attention, c'est un investissement qu'il fait. Hein. C'est pas de l'argent jeté à la fenêtre. La preuve, il achète à Piqué. Piqué, je ne suis pas sûr que Piqué l'a acheté à 9 milliards. Hein. Ouais. Je pense que Piqué l'a acheté à moins que ça. Voilà. Donc, c'est un investissement qui est calculé. Parce que c'est un investissement immobilier et à partir du moment, ce n'est pas comme chez nous ici où tu achètes une maison, là-bas, la maison s'apprécie avec le temps. Voilà. C'est-à-dire,
à partir du moment où Yamal a acheté cette maison à 9 millions, dès qu'il a acheté la maison... 9 milliards. 9 milliards. Dès qu'il a acheté la maison à 9 milliards, à partir de là, quand on découle, la maison ne coûte plus 9 milliards. Elle coûte au-delà de 9 milliards. Voilà. Donc, c'est un investissement qu'il a fait. C'est vrai que c'est grand, on le voit grand comme ça, mais c'est un investissement. Ce n'est pas de l'argent qui est... Il y a deux façons d'investir, dans l'immobilier, comme il le fait. Voilà. C'est vrai que c'est grand, mais c'est propre à la starisation comme Hollywood, comme tout. Oui. Les gens n'achètent pas, parce qu'après, c'est appelé à être revendu à certaines personnes et ça coûte encore un peu plus cher. Voilà. C'est pareil pour les voitures de luxe. Donc, c'est des investissements qui sont vraiment calculés. Ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Très bien. En tout cas, intéressant nous aussi à présent sa vie sportive. Déjà, qu'est-ce que vous retenez de son début de saison avec Barça, Balo? Ouais, début de saison difficile, émaillé d'ailleurs par les blessures. Là, il était victime notamment récemment d'une pubalgie. Donc, il a tenté un retour au plus haut niveau face au Real Madrid. Force est de constater qu'il était quand même en deçà des attentes lors du Classico, ce qui veut dire que le début de saison est assez difficile. Ce qui est intéressant dans l'achat du fameux manoir, j'ai entendu dire qu'il y a une salle de kinésithérapie. Quelque chose de très intéressant pour tout simplement la remise à niveau athlétique. Quelqu'un qui a été victime de plusieurs blessures, la kinésithérapie peut lui permettre justement de pouvoir corriger un certain nombre de choses au plan musculaire. Donc lui, pour moi, il doit être en ordre de marche pour revenir à son meilleur niveau. Sinon, globalement, le début de saison est difficile et en deçà des attentes. Ce n'est pas le Lamine Yamal qu'on a connu l'année passée. Ce n'est pas le Lamine Yamal deuxième du Ballon d'Or. Donc, on exhorte à revenir au plus haut niveau. Donc un début de saison très difficile. Gamble Konaté pour Yamal. On se rappelle de sa réaction au dernier Classico. Ah oui, absolument. Déjà, est-ce qu'il n'est pas en train de prendre la grosse tête, Lamine Yamal? Oui, c'est cela. Il prend la grosse tête. Je pense qu'il doit plutôt encadrer sa communication. Mais ça relève de l'équipe qui l'entoure. Parce que quand même, il n'est pas sa première fois. Il dit souvent des choses qui le mettent en difficulté. Ce qu'il a dit récemment avant le Classico, bon, peut-être que ça a mis un peu de piment donc, à ce Classico-là. Mais c'était déplacé simplement. Il ne fallait pas le faire parce qu'on a vu que pendant le match, il était très attendu et il a déjoué complètement. Et Balo l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur que Balo apprécie particulièrement. Il sort donc, il a été gêné pendant plusieurs semaines par une pubalgie. Là, il sort de là, c'est difficile pour lui. Il n'a pas encore atteint le vice-ballon d'or, donc son niveau, le niveau auquel il a évolué ces dernières années. Mais il faut que Yamal s'illustre davantage sur le terrain et non en dehors. Parce qu'il s'adonne souvent des déclarations et tout ça. Mais bon, c'est de son âge aussi. Mais voilà, il faudra faire attention et donner beaucoup plus de réponses sur le terrain qu'en dehors. Clément? Je pense que la saison est difficile pour lui. Après, je pense qu'il faut étudier ce qu'on appelle son environnement. Et son environnement, ça peut être composé d'abord de lui-même, ses proches, sa famille, et puis ceux qui gèrent sa carrière, que ce soit ses agents, que ce soit ceux qui lui trouvent de tout ce qui est sponsoring et, voilà, et tout ce qui est marketing également. Donc attention, parce que quand on sait que tu rapportes beaucoup d'argent, tu ne t'entoures pas forcément de vraies personnes. Et pour comprendre un peu, en psychologie, il y a ce qu'on appelle les scénarios de vie. Et les scénarios de vie, ce sont parfois l'entourage, les proches. Ça peut être un parent, ça peut être ton papa, ça peut être tes frères qui te transmettent ce qu'on appelle ces scénarios de vie. Lui, on sait que son papa, c'est pas quelqu'un qui a quand même les épaules sur la tête. C'est quelqu'un qui a mené ce qu'on appelle une vie de dandy. Donc, les épaules sur la tête. La tête sur les épaules, pardon. Et voilà, qui a mené une vie de dandy. Donc après, c'est lui qui fait généralement les déclarations à la place de son fils. Et donc, vous voyez, Yamal, il prend un peu le caractère de son papa. Donc lui aussi, il est sans cesse dans cette déclaration-là. Il faudrait qu'il soit focus sur ce qu'on appelle les stats, les résultats également. Aller chercher une belle carrière. Voilà, parce qu'on sait que le football, ça va tellement vite. Et tôt, il a dit à Eden Hazard, il y a un autre gamin qui peut naître rapidement, voilà, qui va t'éclipser, qui va te dépasser également, parce que toi, tu n'auras pas marqué ton temps. Donc à lui de revenir plus fort, parce qu'on sait qu'il y a cette blessure qui le gêne actuellement. Et ce n'est pas le Yamal qu'on connaît, qui fait ces courses-là, qui a des prises de risques et autres. Il est un peu monotone pour moi en ce début de saison. À lui de revenir plus fort, parce qu'il y a quand même une belle histoire à aller écrire dans ce métier. Oui, Balo? Oui, au-delà de l'entourage, il y a aussi les modèles. Pour moi, ces modèles doivent être Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui, en termes d'hygiène de vie, sont des références
absolue, alors que malheureusement, lui, son modèle, c'est Neymar. On va me trouver assez dur envers Neymar, mais excusez-moi, mais c'est vrai que Neymar est un génie du football, techniquement parlant, mais en termes d'hygiène de vie, c'est pas le modèle. La preuve, ils se sont retrouvés en vacances avec Neymar lors des vacances récentes. On voit ce que ça donne en début de saison. Des blessures à n'en point finir. C'est Lamine Yamal qui est sur Instagram très présent avec sa nouvelle copine. Qui s'affichent, qui font des selfies. C'est bien beau à voir, mais ça ne donne rien pendant le Classico. Avec Mickey. Mickey, voilà, c'est ça. Mickey. Voilà. Ah, la voici, elle est à l'image. Donc, voilà, donc au-delà de Mickey, oui. faut être quelqu'un de très présent sur les pelouses, et c'est ce qu'on attend de Lamine Yamal. On le voit très heureux aux côtés de Mickey. Oui, José Diaty. Ah ouais, il faut dire que bon, on en parle, mais c'est plus facile à dire qu'à faire hein, quand on arrive à ce niveau pour un garçon de 17-18 ans. On parle de l'entourage, mais qui va lui donner des conseils à ce milliardaire, à ce talentueux? On parle des agents. Non, mais il a ses parents. Ah oui, j'en viens. On parle des agents, le joueur, le patron de l'agent. Donc, ce n'est pas lui qui va lui dire, écoute, fais ça. Bon, demain, il te dit, bon, écoute, je te vire là. Voilà. Donc, les seules personnes qui peuvent vraiment canaliser ce genre de joueurs, ce soit leurs compagnes, soit les parents. Voilà. Soit leurs compagnes, soit les parents. Mais généralement, ce sont les compagnes qui arrivent à les canaliser. C'est-à-dire, quand la compagne est vraiment posée, elle arrive à le recadrer et puis à tempérer un peu ses ardeurs dans différentes folies. C'est le cas de Didier, par exemple. Lui-même, il a dit que sa compagne qu'il avait a vraiment canalisé au départ pour que... Donc, c'est très important, mais comme je dis, c'est facile à dire, quoi. Oui. On n'est pas à la place de Yamal. On ne sait même pas si à la place de Yamal... Nous, on n'achèterait pas toute la Côte d'Ivoire au lieu du manoir. Bon, donc, bon, au moins, on sait que si, quand José Diaty deviendra multimilliardaire, il va acheter toute la Côte d'Ivoire. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. On en vient donc à la question LGT. Joueur africain de l'année, quel est votre favori? Et le téléphone est ouvert. On espère que le téléphone fonctionnera très bien aujourd'hui parce que hier, malheureusement, on avait un problème technique. Donc, on n'a pas pu vous entendre. On espère pouvoir vous entendre ce soir. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Le téléphone, le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. La Confédération africaine de football a dévoilé en début de semaine la liste des 10 nommés au titre de joueurs africains de l'année. Découvrons-les donc dans ce sujet de la rédaction et bien sûr on revient après sur le plateau pour en parler. La cérémonie annuelle des CAF Awards, récompensant les meilleurs acteurs du football africain, se déroulera au mois de décembre prochain dans un lieu qui n'a pas encore été dévoilé par la Confédération africaine de football. Néanmoins, en début de semaine, l'instance dirigeante du football continental a communiqué la liste des nommés dans les différentes catégories. Pour ce qui est du joueur africain de l'année, les prétendants sont au nombre de 10. Quel est votre favori ? Allez, joueur africain de l'année, quel est votre favori? C'est donc la question LGT de ce soir. Vous avez la page Facebook de la 3, vous avez aussi le téléphone de la 3. Messieurs, pour vous permettre de mieux argumenter, je vais vous montrer donc les performances des 10 joueurs nommés. Les performances des 10 joueurs nommés. Sinon, on va avancer. Après, on verra donc les performances des 10 joueurs nommés. Donc, la question LGT, joueur africain de l'année, quel est votre favori? OK, les 10 joueurs nommés, les performances. Oui, Franck Zambo-Anguissa, Carmonem, milieu de terrain, évolue à Naples. En club, cette saison 2024-2025, c'est 36 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. Et en sélection, dans le cadre de cette année 2025, c'est 3 matchs, 0 but. Donc en 2025, champion d'Italie, barragiste des éliminatoires du Mondial 2026. Et ensuite, on a Fiston Mayele, congolais, attaquant, évoluant au Pyramide FC. Lors de cette saison, c'est 34 matchs, 16 buts, 2 passes décisives. En sélection, 4 matchs, 1 but.
vainqueur de la Ligue des champions CAF, Super Coupe CAF, demi-finaliste de la Coupe intercontinentale, meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF, barragiste éliminatoire mondial 2026. Bonga, Gabonais, attaquant, évoluant à Los Angeles FC. Lors de cette saison, 45 matchs, 30 buts, 12 passes décisives. 6 matchs, 5 buts en sélection. Qualifié pour les playoffs de la MLS barragiste éliminatoire mondial 2026. Et ensuite, on aura donc Oussama Lamlioui, marocain, attaquant, Renaissance sportive de Berkane. 54 matchs, 21 buts, 2 passes décisives. 6 matchs, 6 buts en sélection, vainqueur du CHAN, vainqueur de la Coupe de la Confédération, champion du Maroc, finaliste de la Super Coupe CAF, finaliste de la Coupe du Roi, meilleur buteur du CHAN, meilleur buteur de la Coupe de la Confédération, meilleur joueur du championnat du Maroc. Eliman Ndiaye, sénégalais, attaquant, Everton, 37 matchs, 11 buts, 1 passe décisive. En sélection, 6 matchs, 1 but. Palmarès, meilleur buteur d'Everton, qualifié pour le Mondial 2026. Pape Matar Sarr, sénégalais, milieu de terrain, évoluant à Tottenham, 55 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. 6 matchs, 3 buts en sélection. Vainqueur de l'Europa League, finaliste de la Super Coupe UEFA, qualifié pour le Mondial 2026. Victor Osimhen, attaquant, nigérian, évoluant à Galatasaray, 41 matchs cette saison, 37 buts, 7 passes décisives. En sélection, c'est 5 matchs, 6 buts. Champion de Turquie, vainqueur de la Coupe de Turquie, meilleur buteur de la Super League, barragiste éliminatoire mondial 2026. Serhou Guirassy, guinéen, attaquant, évoluant à Dortmund, 50 matchs, 38 buts, 6 passes décisives. En sélection, 4 matchs, 1 but. Quart de finaliste de la Ligue des champions UEFA, quart de finaliste de la Coupe du monde des clubs, meilleur buteur de la Ligue des champions UEFA, meilleur buteur de la Coupe du monde des clubs. Mohamed Salah, égyptien, attaquant, évoluant à Liverpool, 52 matchs, 34 buts, 23 passes décisives. En sélection, 5 matchs, 4 buts. Champion d'Angleterre, finaliste de la Coupe de la Ligue, meilleur joueur de la Première Ligue, meilleur buteur de la Première Ligue, qualifié pour le Mondial 2026. Et le dernier? Oui, enfin, Achraf Hakimi, marocain, défenseur évoluant au Paris Saint-Germain, 55 matchs, 11 buts, 14 passes décisives. 2025 en sélection, pour l'année 2025 en sélection, c'est 6 matchs, 1 but. Vainqueur de la Ligue des champions UEFA, vainqueur de la Super Coupe UEFA, finaliste de la Coupe du monde des clubs, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des champions, vainqueur du prix Marc-Vivien Foé, qualifié pour le Mondial 2026. Voilà, joueur africain de l'année, les performances donc des 10 nommés. Et puis la question LGT, joueur africain de l'année, quel est votre favori, messieurs, sur le plateau? Voilà, on aimerait savoir vos favoris. José Diati, on va commencer avec vous. Quel est votre favori? Mon favori, c'est Achraf Hakimi. Je pense qu'il a tout pour plaire. Cette année, vraiment, franchement, c'est son année. Quoique l'année dernière, il était quand même aussi bien placé pour remporter ce titre de meilleur joueur africain. Comme on dit, on ne dit plus ballon d'or maintenant, meilleur joueur africain. Oui. Voilà. Mais dévancé à la dernière minute par comment on appelle Ademola Lookman. Ademola Lookman, qui était d'ailleurs mon favori aussi l'année dernière. Mais cette année, pour ma part, franchement, il n'y a pas photo au niveau des concurrents. Il n'y a pas photo de... Achraf Hakimi remplit toutes les conditions, il remplit tous les critères décisifs, que ce soit bien au PSG, que ce soit dans l'équipe du Maroc. Performance individuelle, et il a remporté presque tous les trophées. Performance collective, c'est pareil avec son équipe du Paris Saint-Germain. Et du point de vue du Maroc, c'est un cadre du Maroc. Le Maroc est qualifié pour parcours sans faute aussi pour la qualification au mondial. Franchement, pour moi, c'est le favori de la compétition et il n'y a pas vraiment photo. Sauf que, comme je l'ai dit toujours, pour moi, la désignation du meilleur joueur africain devrait normalement se baser sur les performances des joueurs en Afrique. Ici, malheureusement, ce sont des performances qu'on prend dans les clubs européens. Vous voyez un peu le parcours de Oussama Laouli, le Marocain. Oui. Ouais. Ouais. Franchement, c'est le prototype du meilleur joueur africain. Tous ces trophées, tous ces titres ont été remportés sur le continent. Et malheureusement, peut-être qu'il ne sera pas le même. Mais sinon, Hakimi, pour moi, est le favori. Hakimi est votre favori. Ouais. Gamble Konaté. Oui, sur les 10 noms qui ont été divulgués par la Confédération africaine de football, et Balo vient d'ailleurs de lire
les différents palmarès. Seulement 2 noms se détachent tout de suite. Vous avez le Marocain Achraf Hakimi et puis bien évidemment l'Égyptien Mohamed Salah. Ben, je ne vois pas comment ce ballon d'or pourrait échapper à Hakimi. Pour moi, il est tout simplement auteur d'une saison exceptionnelle. C'est d'ailleurs sa meilleure saison. Je pense que l'attribution du trophée de meilleur joueur de l'année, meilleur joueur africain, répond à des critères. Oui, Gamble Konaté, et on va vous laisser mieux argumenter dans quelques secondes, s'il vous plaît, si vous me permettez. Okay. Juste le temps de prendre l'appelant, M. Kouadio Lazare, il nous appelle d'Atekoubé. Bonsoir, M. Kouadio Lazare. Bonsoir, Maman Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, chaque fois j'essaie de vous joindre, mais jamais si ce n'est pas aujourd'hui. Ah, mais vous voyez, ça fonctionne au moins un jour. C'est difficile de vous avoir. Non. Très, très difficile. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir aujourd'hui, M. Kouadio. OK. Oui, on vous écoute. Donc, moi, je propose le Marocain Hakimi. D'accord. C'est votre favori? C'est mon favori. Très bien. Merci, bonne émission et salut tout le plateau. Merci beaucoup, M. Kouadio Lazare. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Kouadio Lazare qui nous appelait depuis Atekoubé. Vous voyez qu'on n'arrivait pas à nous joindre. Insister. Et puis un bonjour, voilà. Vous serez en direct avec nous sur la 3 dans la Grande Team. Gamble Konaté, je vous laisse poursuivre. Alors, donc, je disais que le trophée de meilleur joueur africain de l'année est attribué selon des critères qui sont à la fois individuels et en fait des performances individuelles et des performances collectives. Alors, sur les performances collectives, je pense que Achraf Hakimi, on l'a vu tout à l'heure dans cet élément. Alors, Achraf Hakimi a réalisé un quadruplé, on va dire, historique. Il est vainqueur de la Coupe de France, champion de France, il a remporté la Super Coupe d'Europe, il a également été vainqueur de la Ligue des Champions, défenseur le plus décisif. Ça, c'est à titre individuel maintenant, défenseur le plus décisif. Et il est également fair play. C'est un joueur qui est tellement précieux dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Lui, à la différence de Mohamed Salah, il a été décisif aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Si vous prenez Mohamed Salah, c'est en Première Ligue surtout que Mohamed Salah a été décisif. Parce qu'il a été tout simplement meilleur buteur dans la Première Ligue et meilleur joueur également de ce championnat qui est de loin le plus, on va dire le championnat le plus difficile au monde. Donc il a un mérite, mais en face, il y a Achraf Hakimi qui lui, au plan individuel, au plan collectif, a pratiquement tout gagné. Donc je miserais plutôt une pièce sur Achraf Hakimi, même s'il faut être prudent parce que ce sont quand même des journalistes qui votent, les sélections nationales aussi, des membres du staff technique. Et on le sait, lors du dernier vote au plan mondial, attention, Hakimi a été dévancé par Salah, qui a terminé 4e au Ballon d'Or mondial. Très bien. Donc je vois mal quelqu'un qui est 4e mondial être 2e en Afrique. Alors, donc, 2 votes déjà sur le plateau pour Hakimi. Clément, oui, votre favori? Ah ouais, c'est Hakimi, hein. Je pense que voilà, c'est le favori pour être le joueur africain de l'année. Il est dans une forme de régularité. Et comme l'a dit le doyen Djati, je pense que même l'année dernière, il avait le potentiel pour aller chercher quand même cette récompense-là. Après, il y a la finale exceptionnelle de Lookman en Europa League qui permet aux Nigérians de coiffer Hakimi. Je pense qu'il a réalisé ce qu'on appelle une saison exceptionnelle en 2024-2025. Il a mis 10 buts, il a mis 14 passes décisives en 51 matchs. Donc je pense que c'est un joueur qui sait faire des stats également. Clément, oui. Une seconde, s'il vous plaît. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Allô? Oui, allô? Oui, Monsieur Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, allô, Vous nous entendez? Oui, bonsoir, madame. Oui. Monsieur Diomandé, on vous écoute. Joueur africain de l'année, quel est votre favori? On vous écoute. Ouais, pour commencer d'abord, je salue la table. Oui. Je salue tous les invités de la table de ce soir. Oui, bonsoir. Et moi, mon meilleur joueur de l'année, c'est le Marocain Hakimi. Hein. Parce que vraiment, il a été, sur tous les compartiments, vraiment, il a été très meilleur. D'accord. Alors, moi, c'est mon choix personnel. D'accord. C'est bien noté, Monsieur Diomandé. Merci beaucoup. Oui. Merci pour votre participation, Monsieur Diomandé, qui nous appelait donc de Grand Bérébi. Pour lui, c'est aussi Achraf Hakimi. Oui, Clément. Ah ouais, tout à fait. Achraf Hakimi, hein,
qui a des arguments solides pour aller chercher quand même ce titre de meilleur joueur africain. Et pourquoi? Parce qu'il a fait une saison 2024-2025 qui était quand même exceptionnelle. On a parlé de ses 10 buts et 14 passes décisives pour un latéral droit. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui est impactant. Après, il y a ce qu'on appelle un leadership qui commence à développer. Au début, c'était un garçon qui était un peu timide, qui n'avait pas de charisme. Aujourd'hui, il est impactant, que ce soit dans son équipe de PSG ou encore en sélection. Il a fait quand même demi-finale de mondial. Il a validé la qualification pour la Coupe du Monde qui arrive, la qualification pour la Coupe d'Afrique également qui arrive. Donc je pense que c'est un garçon qui commence à gagner en termes de charisme et en termes de leadership également. Et puis il a des résultats qui sont probants. Il a gagné la Champions League, il a gagné la Ligue 1 française, il a gagné la Coupe de France. Donc je pense qu'il a même gagné le prix Marc-Vivien Foé. Donc c'est un garçon qui a quand même tout ce qu'il faut pour être le meilleur joueur africain de l'année. Après également, moi je pense que je vais résumer la dimension exceptionnelle de ce joueur par la déclaration de son coach qui est Luis Enrique. Il a dit Hakimi, ballon d'or africain, c'est sans doute aucun doute le meilleur latéral droit au monde. Il est toujours à 100%. C'est pourquoi on ne signe aucun latéral droit. On ne peut pas dépenser pour un remplaçant qui ne jouerait que 3 matchs. Ça veut dire que c'est un garçon qui est devenu indispensable à son club et même à sa sélection. Donc moi, je pense qu'il mérite de gagner cette récompense-là. Pourquoi? Parce qu'il affiche ce qu'on appelle une forme de régularité. Oui. Depuis qu'il quitte le Real Madrid, il va à l'Inter de Milan. Il a toujours respecté ses statistiques, il a toujours fait des chiffres. Donc je pense que ça va quand même récompenser un gamin qui est focus sur ce qu'on appelle son métier, qui progresse énormément, qui est pour moi le meilleur latéral du monde actuellement. Et bravo. Merci Clément. Voilà, les arguments déjà le favori de Ballot et puis ses arguments. Je pense qu'un Gamblé a mis 2 pièces. Moi, je mettrais plusieurs pièces sur Achraf Hakimi. Ah d'accord, donc c'est un 100% sur ce plateau pour Achraf Hakimi. C'est un 100%. Je crois qu'on avait déjà eu ce débat, je pense, la saison passée sur ce plateau. Moi, j'avais été de ceux qui ont défendu Guirassy et Mohamed Salah pour leur saison exceptionnelle au plan offensif avec leurs différents clubs. J'ai mis en avant l'interdépendance, sinon la dépendance des différents secteurs offensifs des clubs par rapport à Guirassy et Mohamed Salah. Sauf que la Ligue des Champions n'était pas encore arrivée à son terme. Mais maintenant que la Ligue des Champions est arrivée à son terme et qu'Hakimi a fait une razzia en termes de performance collective, parce qu'on a parlé des critères, la performance individuelle d'apport, il claque 11 buts, il fait 14 passes décisives. Dans ces 14 passes décisives, on a notamment des passes marquantes face au Bayern Munich en Coupe du Monde des clubs. Oui. On a des passes marquantes en Ligue 1 française. Sur les 11 buts, on a des buts précieux face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Donc en termes de performance individuelle, il a été impactant. Sur la performance collective, j'ai parlé de razzia parce qu'il a tout raflé, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce qui concerne ces distinctions de meilleurs joueurs, on met aussi l'accent sur le poids des compétitions. Et là, en termes de poids de compétition, Hakimi a tout raflé. Il a été, en termes de contribution au succès de son équipe, très, très important. Et l'impact en sélection nationale, ça c'est l'un des critères également. Il a eu un impact important avec le Maroc, puisqu'on l'oublie souvent. Oui. Il a eu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, notamment avec la sélection du Maroc. Et ils avaient affronté aussi l'Espagne, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, quand on parle de l'équipe nationale et du club, en termes de contribution au succès des différentes équipes, il a été très impactant. D'où le fait que, pour moi, c'est mon favori. Merci beaucoup, Ballot. Nous avons un appelant, M. Kofi OCI. Il nous appelle de Tia-Salé. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi. Merci beaucoup. On vous écoute, joueur africain de l'année. Quel est votre favori, M. Kofi? On vous écoute. Il n'y a rien à dire, c'est Hakimi. D'accord. Ouais, c'est Hakimi, je vois. Sinon... D'accord. Il a été 4e mondial, donc c'est lui. C'est lui. Un défenseur. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Bon, messieurs, est-ce que ce serait une grande surprise si Achraf Hakimi n'était pas sacré? Oui. Pour moi, ce serait une grande surprise. Une énorme surprise même. Je vais au-delà de grande. Une énorme surprise qu'il ne soit pas sacré. Parce que, contrairement à l'année dernière où, quand même, Ballot l'a dit, on pouvait quand même discuter sur certains aspects, cette année, vraiment, il se détache vraiment du lot.
se détache carrément du lot avec ses performances individuelles, collectives, et puis son impact sur l'équipe du Maroc même. Voilà. Donc, ce serait une énorme surprise s'il n'est pas sacré. Gamble Konaté? Oui, ça serait une surprise, mais attention à ce genre de vote parce que malgré toutes les statistiques que nous avons données tout à l'heure, il faut dire que c'est quand même des personnes qui votent. On les trouve au sein des sélections, des staffs, des sélections nationales. Il y a aussi des journalistes. Et le dernier vote, malgré toutes les statistiques que nous donnons, le dernier vote des journalistes, j'imagine africains, ont certainement voté donc, pour Mohamed Salah, qui a terminé 4e au Ballon d'Or, devant Hakimi qui était 6e. Déjà, de façon logique, je pense que Hakimi, avec la saison qu'il réalise, devait terminer devant Mohamed Salah, qui a été champion d'Angleterre et donc meilleur buteur de la Premier League. Mais malgré cela, vous voyez que Mohamed Salah a battu Hakimi donc, au classement du Ballon d'Or qui est sorti récemment. Donc, on ne sait jamais, ce sont des personnes qui votent. Mais sinon, la logique voudrait que, on va dire, Achraf Hakimi soit sacré. Parce que c'est quand même le défenseur, le latéral droit le plus décisif au monde, surtout en Ligue des Champions. Et Balo l'a dit, il n'a pas précisé que c'est Hakimi qui a ouvert la marque en finale face à l'Inter. Ouais. C'est lui qui marque le premier but. Ouais. Donc il a été décisif toute la saison, précieux pour son équipe, un véritable leader. Ça n'enlève rien aux qualités de Mohamed Salah, mais je pense que Hakimi le mérite. Et ça sera véritablement une surprise, mais ça peut se comprendre, on ne sait jamais. Il y a eu souvent des trophées qui ont été donnés. Au Ballon d'Or, on se souvient du trophée que Frédéric Anouté remporte face à Didier Drogba. On ne sait jamais, il faut faire attention. Donc pour vous, les résultats des votes du Ballon d'Or peuvent influencer le jury des CAF Awards, Balo? Oui, il veut parler du caractère subjectif des votes, parce que les journalistes, certes, ont des critères à respecter, mais certains font fi des critères et vont sur des appréciations subjectives. Mais moi, je pense qu'ici, certains crieront au scandale, parce que ça pend au nez, c'est flagrant. Même ceux qui ne veulent pas qu'Hakimi soit Ballon d'Or, eh bien, vont se mordre les doigts, parce que s'il y a des critères, on part sur la base de ce qui a été réalisé lors de la saison. Sur la saison, sur la performance collective, c'est un règne sans partage. Il a tout raflé. Même je pense que le prix Marc-Vivien Foé récompense aussi le meilleur Africain évoluant dans les championnats européens. Là aussi, c'est une logique. Partant du constat des prix au niveau européen, c'est vrai qu'une Gamblé parlait du Ballon d'Or, c'est vrai qu'il est plus prestigieux, mais le prix Marc-Vivien Foé aussi dénote du fait que, on consacre un joueur au plan international. Ça peut avoir aussi son impact au plan africain, mais clairement sur la base de ce qu'on a vu cette saison, je vois mal comment ce Ballon d'Or peut échapper à Hakimi. Si par extraordinaire, par miracle, ce Ballon d'Or lui échappe, ça va ouvrir un débat sur la crédibilité de ces prix et ça va être pour moi un scandale. Nous avons un appelant, M. Doumba, il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est plutôt M. Elias Douamba. Monsieur Elias Douamba. Douamba, d'accord, ok, oui. Excusez-nous donc. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute, meilleur joueur africain, quel est votre favori? Ok, tout d'abord, je salue tous les consultants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà, bonsoir à vous. Concernant le sujet, bon, c'est vrai que moi, j'aime Achraf Hakimi. Je me rappelle que pendant la CAN en Côte d'Ivoire, je me faisais appeler même Achraf Hakimi, parfois. Parce que c'est un joueur que j'aime bien. D'accord. Donc, votre favori? Pour moi, mon favori, c'est Mohamed Salah. Ok. Parce que, en tout cas, selon moi, parmi tous les joueurs africains évoluant, en tout cas en Europe et en Afrique, individuellement, il n'y a pas un joueur qui fait mieux que Mohamed Salah. Voilà, le fait même d'être désigné le meilleur joueur de la Premier League, qui est le meilleur championnat au monde, pour moi, ça explique tout. Mais bon, le fait que Hakimi a pu remporter des trophées majeurs, voilà. Okay. Je pense qu'il peut être désigné, mais pour moi, en tout cas, Mohamed Salah reste le meilleur joueur de l'année en Afrique. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre participation donc, à l'émission. On va avancer. Déjà, messieurs, quelle chance vous accordez aux joueurs évoluant sur le continent? Clément?
Ouais, je pense que moi, ça me gêne un peu, comme l'a dit Diaty. Je pense qu'on devrait quand même se pencher sur le sort de ces joueurs qui évoluent sur le continent. Et ce n'est pas nouveau. Hein. On a vu des garçons tels que Aboutreka, qui a tout raflé, Champions League avec Al-Ali, Cannes avec les Pharaons. Et puis après, il n'est même pas troisième au Ballon d'Or africain. Donc je pense qu'on devrait quand même revoir les critères. C'est-à-dire si la Confédération africaine de football elle-même ne vend pas son produit, dénigre son produit, qui va prendre au sérieux ce que tu essaies de nous faire vendre. Donc je pense qu'on devrait quand même accorder une place particulière à ces joueurs qui évoluent quand même sur le continent. On a vu le joueur de Berkane qui a gagné la Coupe de la Confédération, voilà, qui a gagné le CHAN également. On a Fiston Mayele, on a Oussama. Lamlioui, qui sont des sacrés clients. Quand on prend un garçon comme Fiston Mayele, qui est pour moi le meilleur neuf sur le continent, c'est un joueur qui est très complet en termes d'appel de balles, de finition également. Donc je pense qu'on doit quand même revoir les critères pour permettre à ces joueurs évoluant sur le continent de rivaliser également avec ceux qui évoluent et en Europe et sur d'autres continents. Par exemple, quand on prend les critères, on prend un garçon comme Bouanga, qui est parmi les nominés, et tu as des garçons tels que Franck Kessié qui n'y sont pas, tout ça. Donc je pense que c'est un peu difficile à expliquer. Après, en termes de récompense, il y a ce qu'on appelle le côté subjectif qui intervient pas fort. Oui, José Diaty. Non, ce problème a fait l'objet des débats ici. Hein. Bon, c'est quand même un paradoxe que la CAF organise une compétition pour désigner le meilleur joueur africain et s'appuie sur les performances de ce joueur en Europe. C'est quand même un paradoxe. Donc, c'est à la CAF d'essayer de mettre en valeur son produit à lui-même. Ouais. Vous comprenez? Vous allez remarquer aussi que le titre de meilleur joueur africain a véritablement un enjeu quand on est dans une année de CAN. Quand on est dans une année de CAN, il y a un peu plus d'attrait. Parce qu'on a la CAN, qui est la compétition majeure de l'Afrique, sur laquelle nous autres nous appuyons, sur laquelle tout le monde même s'appuie. Oui. Mais quand on est dans une année où il n'y a pas de CAN, c'est une année flottante et on se réfère uniquement aux compétitions du joueur en Europe. Soit la CAF décide de faire le titre des meilleurs joueurs africains tous les 2 ans, soit vraiment elle se contente de prendre en charge regardez les performances de Oussama. Il n'y a rien à redire. Et il fait la promotion du football local, voilà. Donc du football africain, pas local. Donc ça, c'est un débat à mener au sein de la Confédération africaine. Et puis bon, pour terminer, je voulais dire à Gamblé que le ballon d'or de Kanouté reçu en 2007, c'est un ballon d'or par défaut. Oui, si, voilà. si. C'est un ballon d'or par défaut. Ok, messieurs, on va avancer. Meilleur joueur africain, quel est votre favori? L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT. Il y a un coup de cœur pour Sékou Girassi parce que, mine de rien, dans son club, il prouve. Et puis quand il vient en sélection, vraiment, il fait de très beaux jeux, en tout cas, chez moi. Vraiment, on doit le suivre. Dans son club aussi, il prouve beaucoup. Et je crois que c'est le meilleur, il est bien placé. Moi, c'est mon favori. Je vois qu'un seul joueur, Victor Osimhen. Et je sens qu'avec ses capacités, avec ses déterminations sur le terrain, voilà, il n'est pas loin d'atteindre le ballon d'or africain. Parce que c'est un attaquant qui est très très performant. En principe, c'est un attaquant qui chaque match, il marque les 3 buts, 4 buts. C'est-à-dire que ce dernier, il n'est pas trop loin du trophée dont nous sommes en train de parler précisément le ballon d'or africain. Donc moi, de mon côté, mon attaquant principal, celui que je supporte comme un attaquant qui peut remporter le ballon d'or africain, moi de mon côté, je vois Victor Osimhen. Victor Osimhen. Parce que pendant la CAN, il nous a beaucoup fatigués, donc je lui préfère lui donner ça. C'est lui qui m'a beaucoup retenu pendant la CAN. Voilà, comme il m'a beaucoup retenu pendant la CAN, donc je préfère qu'il prenne la coupe. C'est le meilleur joueur africain. Le meilleur joueur africain, pour moi. Bon, cette année, mon favori pour le ballon d'or africain, cette année, je suis un peu dubitatif parce qu'il y a Hakimi qui a fait un monde de son talent sur le côté droit de l'équipe de PLG. Et il y a Sékou Girassi, le Guinéen, qui a été aussi époustouflant durant cette saison footballistique. Bon, je vais pencher ici Sékou parce qu'effectivement, lors de cette saison-là, il a été performant. Il a été même la clé de plusieurs victoires de son équipe Dortmund. Donc pour moi, je pencherai un peu sur Sékou Girassi pour tout l'effort qu'il a fourni pour son équipe nationale
et aussi pour le club. Bon, pour le ballon d'or africain, bon, pour Achraf Hakimi. Bon, parce que Achraf Hakimi, c'est un joueur titré. Il a beaucoup apporté son équipe, comme par exemple le Paris Saint-Germain. Et puis en équipe nationale Maroc. Voilà. C'est un joueur qui est très, bon, comme on dit, bon, il préfère comme le meilleur joueur africain cette année. Et puis, il est plus offensivement comme défensivement en équipe nationale et à Paris Saint-Germain aussi. Donc, c'est le joueur, il voit que le futur ballon d'or africain. Voilà, on attendra donc de voir pour savoir qui avait raison sur ce plateau ou pas. Allez, on va terminer la grande team de ce soir avec bien sûr le jeu, avec le plus calé. C'est maintenant. Messieurs, à vos ardoises, testons donc nos connaissances. Chez vous aussi, amoureux du sport, on part donc pour le plus calé de ce soir, spécial Stella Club d'Adjamé. Wow. Première question. En quelle année a été créé le Stella Club d'Adjamé? A. 1949. B. 1951. C. 1953. A, B ou C. En quelle année? Je ne vous ai pas encore fait signe. En quelle année a été créé le Stella Club d'Adjamé? Maintenant, vos ardoises. On y va. La réponse B pour Balo, tout comme pour José Diati. La réponse C pour Clément, tout comme pour Gamble Konaté. La bonne réponse est la réponse C. Vous voyez que Balo, vous aurez dû prendre plus de temps pour mieux réfléchir. 1953, le Stella Club d'Adjamé a été fondé en 1953 de la fusion de 3 clubs, Red Star, Étoile d'Adjamé et US Bella. Deuxième question. En quelle année le Stella Club a-t-il remporté son premier titre de champion de Côte d'Ivoire? A. 1975. B. 1976. C. 1979. A. B ou C? On lève les ardoises. La réponse A pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse, c'est la réponse C, messieurs. 1979. Le Stella Club d'Adjamé a remporté ses 3 titres de champion de Côte d'Ivoire en 1979, 1981 et 1984. Troisième question. Face à quelle équipe le Stella Club a disputé sa première finale de la Coupe africaine? A. Union de Douala. B. Tonnerre de Yaoundé. C. Canon de Yaoundé. A, B ou C? Allez-y, messieurs. Aujourd'hui, là, c'est costaud. Hein? La réponse B pour Clément, tout comme pour José Diati. La réponse C pour Gamble Konaté. La réponse A pour Balo. La bonne réponse est la réponse B. Tonnerre de Yaoundé. Le Stella Club d'Adjamé s'est incliné en finale de la première édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1975 face au Tonnerre de Yaoundé d'un certain Roger Mila, 1-0 à Abidjan et 4-1 à Yaoundé en faveur des Camerounais. Quatrième et avant-dernière question. En 1993, face à quelle équipe le Stella Club a-t-il gagné la Coupe CAF? A. Young African. B. Simba SC. C. AS Vita Club. A, B ou C? On lève les ardoises maintenant, s'il vous plaît, messieurs. La réponse A pour José Diati, la réponse B pour Gamble Konaté, la réponse B pour Clément, la réponse C pour Balo. Très dispersée. La bonne réponse est la réponse B. Simba SC, après avoir été tenu en échec à Abidjan 0-0, les Magnans ont réalisé l'exploit en Tanzanie en l'emportant 2-0. La cinquième et dernière question, messieurs. Comment se nomme l'actuel entraîneur du Stella Club d'Adjamé? A. Rigo Gervais. B. Balo. Un carton jaune. A. Rigo Gervais. B. Hassen Bellil. C. Jalal Radouane. A, B ou C? On lève les ardoises maintenant.
La réponse C pour tout le monde. Balo, si vous n'avez pas bien répondu à cette question, vous allez voir. Effectivement, c'est la réponse C. Jalal Radouane, Rigo Gervais est l'actuel directeur technique du Stella Club et Hassen Belil est l'un des entraîneurs du FC San Pedro. Voilà. Normalement, je suis le gagnant. Là. Qui est donc le plus calé ce soir? C'est un gamblé. Qui est, messieurs, silence s'il vous plaît, on écoute la VAR. Qui est le plus... José Diati, carton jaune. Le plus calé est donc Clément Yeton. Félicitations. Et le moins calé est Balo. José Diati et Gamble Konaté. Non, vous êtes les moins calés. Allez, Clément, on danse, c'est vendredi soir. Vous êtes sorti dans le dos, c'est ça. Non. Clément est sorti dans le dos. Félicitations Clément, voilà, les moins calés sont Balo, Gamble Konaté et José Diati. Vous êtes moins calés. Allez, merci beaucoup, messieurs, c'est la fin de la grande team. Merci Clément. Je vous en prie. Merci Balo. Je vous en prie. Merci Gamble Konaté. Merci Marie. Merci José Diati. Merci à vous, amoureux du sport. Bon week-end. On se retrouve lundi, si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.